Bonjour, nous allons corriger ensemble le sujet de culture générale proposé au concours de commissaire de police en 2021. Ce sujet, c'est les réseaux sociaux menacent-ils la démocratie? Alors, nous allons rapidement voir quels étaient les grands enjeux, les grands axes de ce sujet. Et je voudrais commencer par l'analyse de deux termes. Les étudiants de l'ISP savent quelle est l'importance de l'analyse des termes dans l'introduction et comment elle doit être faite. Et ici, je crois qu'il y a deux termes qui sont intéressants s'agissant de leur portée. Tout d'abord, la démocratie. La démocratie ici ne doit pas être entendue simplement comme ce qui a trait au fonctionnement politique. Les votes, les élections, les partis politiques, l'expression du suffrage, le débat politique. La démocratie, plus largement, là aussi c'est des choses qu'on a vues en cours évidemment, mais c'est une forme de vivre ensemble, comme dit la Cour européenne des droits de l'homme, le vivre ensemble dans une société démocratique qui inclut notamment, s'agissant des réseaux sociaux, la protection des libertés individuelles, à commencer par le droit à la vie privée, voilà, la notion de souveraineté, peut-être, souveraineté de l'État, souveraineté sur les données. Voilà, la démocratie doit donc être entendue comme plutôt quelles sont les valeurs, les principes qui doivent présider à une société démocratique, y inclut un aspect plus, effectivement, vie politique. Vision large. Autre sujet dont la portée peut être discutée, c'est celle de réseaux sociaux. Par réseaux sociaux, on peut bien sûr entendre les fameux réseaux sociaux connus, Facebook, Twitter, Instagram, etc., au sens strict. Mais on voit bien que les réseaux sociaux s'insèrent dans un ensemble qui est l'Internet 2.0, l'Internet mobile, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec peut-être des sujets annexes comme le règne ou le culte de l'urgence. Et là, on sort simplement même de l'Internet, mais on va même aussi sur les chaînes de télévision en continu. Enfin, il y a quelque chose de plus large dont les réseaux sociaux ne sont qu'une partie, bien entendu. Derrière les réseaux sociaux, il y a aussi ces grandes entreprises, les GAFAM, ces espèces de nouveaux pouvoirs, et ça rejoint bien la question de la démocratie. Toute l'affaire, ça sera de bien distinguer ce qui a trait aux réseaux sociaux stricto sensu et ce qui s'inscrit dans une dynamique plus large. Une copie qui se limite à parler de Facebook et de Twitter va quand même manquer de vision d'ensemble, de perspective. Une copie, à l'inverse, qui ne traite pas des réseaux sociaux de façon identifiée, mais d'Internet en général, eh bien, va manquer de précision. Voilà. Donc, être au clair sur la portée de ces deux sujets, ces deux termes, démocratie d'une part et réseaux sociaux d'autre part, c'est en faire un bon usage et couvrir le sujet tel que le jury l'attend. Maintenant, la question qui se pose, c'est celui de la problématique. Comme je vous l'ai indiqué en haut de cette première slide, eh bien, le sujet est déjà problématique. Les réseaux sociaux menacent-ils la démocratie ? Alors je renvoie, pour celles et ceux qui étaient à l'ISP, bien sûr, ils savent parfaitement ce qu'est une problématique, comment on la reconnaît, comment on la construit. Donc ils ne sont pas surpris de ce qu'on peut dire. Les réseaux sociaux menacent-ils la démocratie ? On peut bien dire que c'est un sujet problématique. Un indice, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre complètement oui ou complètement non. Voilà. Donc on n'a pas à chercher d'autres problématiques. Après, il y a l'habillage de l'annonce du plan et de l'introduction que l'on va faire pour ne pas reprendre au mot près la problématique. Ça, je vous renvoie à vos cours. Mais en tout cas, on va traiter cette question telle qu'elle, puisque le jury de commissaire de police, cette année, nous a donné une question à laquelle il faut répondre oui ou non. Voilà. Et on va appliquer notre plan, je dirais, habituel, en traitant dans le grand 1 le oui et le non.
le grand 1 que je vous propose, c'est potentiellement une chance pour la démocratie. Les réseaux sociaux sont aussi apparus comme une difficulté. Donc, est-ce une menace pour la démocratie? A priori non. On appelle ça l'horizon de l'agora numérique au service de la démocratie. B, en fait, si, quand même. Il y a un vrai risque d'appauvrissement du débat. A, l'horizon de l'agora numérique au service de la démocratie. Je pense qu'il est important de rappeler dans cette première sous-partie que, en principe, initialement, les réseaux sociaux apparaissaient plutôt comme une chance pour la démocratie. Rappelez que à Athènes, je dirais le modèle de la démocratie, il y avait 2 lieux du débat. L'Ecclésia, l'Assemblée et les autres institutions, la Boulée, d'une part, et l'Agora, d'autre part, qui n'était pas une institution, qui était ce qu'on appellerait aujourd'hui le débat public, le débat entre les citoyens, en dehors d'une question de vote ou de débat formalisé. Eh bien, clairement, ces 2 instances existent encore dans nos démocraties représentatives modernes. Les institutions, le Parlement, le gouvernement, et les assemblées même locales, les ecclésias, finalement, globalement, d'une part, et l'agora, d'autre part, le lieu du débat public, du débat citoyen. Et clairement, on avait toutes les chances d'attendre des réseaux sociaux qu'ils apparaissent comme un enrichissement, un élargissement du débat de l'agora démocratique. Voilà. Nous ne sommes plus dans une démocratie directe, certes, et il ne s'agit pas de faire revivre la démocratie athénienne grâce au NTIC. Simplement, on peut se féliciter de voir le débat public bénéficier de ce nouvel outil. Le débat public, souvent, passe par les médias. Ce n'est plus un débat directement entre citoyens, ça l'est encore. En famille, au travail, ou lors d'événements particuliers, des manifestations, des assemblées générales dans les universités, on discute politique entre nous, on discute des affaires de la cité. Mais, de plus en plus, dans nos démocraties, le débat public passait par les médias, la presse écrite, puis audiovisuel, radio, télévision. Un des moments importants de la vie démocratique, ce sont les campagnes électorales. À la télévision, les grands débats, notamment le grand débat entre les 2 tours des présidentielles, bien entendu. Et c'est à travers les médias que s'anime le débat citoyen préalable à la décision qui va être le vote, l'élection. On voit arriver un nouveau média avec les réseaux sociaux et on ne pouvait que s'en féliciter puisque c'est un média qui est beaucoup plus participatif. Avec le passage de l'Internet initial à l'Internet 2.0, à la fin des années 2000, et à l'Internet mobile, avec l'apparition du premier iPhone d'Apple en 2005, clairement, la capacité à échanger en permanence, à produire des contenus, à renvoyer des contenus est à la portée de chacun. Le canal privilégié de cette interaction quotidienne, permanente entre les simples citoyens, échange d'informations, ce sont les réseaux sociaux. Donc ils ont cela de plus démocratique, si l'on peut dire, par rapport aux grands médias, qui étaient des médias verticaux, où il y avait une distinction entre le producteur de l'information et le récepteur, entre l'émetteur et le récepteur. Désormais, tout le monde peut être récepteur et émetteur, et à l'instant T. Et donc, il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert et qui pouvait enrichir le débat démocratique. Une des faiblesses du débat public, c'est qu'on ne peut pas le mener à l'échelle de la nation, contrairement à Athènes et à la cité athénienne, compte tenu de sa taille. Je vous renvoie à Benjamin Constant. Et donc, on débattait toujours avec les gens de son environnement immédiat, des gens avec qui on était en contact physiquement. Désormais, avec les réseaux sociaux, on peut débattre, échanger des informations avec tout le monde, finalement. Donc, il y a un élargissement du débat démocratique. Or, ce qui fait la richesse
du débat démocratique, de l'agora démocratique, c'est précisément la diversité des points de vue, la pluralité. Et là, eh bien, on est capable de échanger plus largement avec tout le monde, à égalité, en permanence, notamment sur les questions de la cité. Donc, sur le papier, en principe, on pouvait attendre de la promesse de l'agora démocratique, de l'agora numérique, pardon, un véritable enrichissement de la démocratie, un véritable outil qui allait permettre tout ça. Voilà, ça c'est le 1A. Ne pas être trop passéiste dans le A d'ailleurs, ne pas dire on croyait ça et ça ne s'est pas réalisé. Non, on peut le croire en principe, on pouvait le croire et tout ça reste vrai potentiellement. Ça c'est le 1A. Le 1B, c'est de constater que d'un point de vue peut-être paradoxal, jusqu'à présent, l'irruption des réseaux sociaux dans la vie politique a aussi montré un autre aspect qui a été plutôt l'inverse, c'est-à-dire l'appauvrissement du débat démocratique. Alors, on peut rappeler que, donc si on fait un 1A un peu potentiellement en théorie et un 1B dans les faits, on peut rappeler aussi dans ce 1B quand même qu'il y a eu aussi des moments où les réseaux sociaux ont vraiment contribué à la démocratie. Notamment des événements, les rassemblements sur la place Tahrir en Égypte en 2011, plus globalement le printemps arabe. Pareil sur la place Maïdan à Kiev, les événements en Ukraine en 2013. Donc au début des années 2010, tout de suite finalement, après l'éruption des réseaux sociaux, qui sont les enfants de l'Internet 2.0 et de l'Internet mobile, donc fin des années 2000, tout de suite au début des années 2010, on a vu cet outil se mettre au service de grands moments démocratiques, de grandes mobilisations, puisque ce nouveau média n'était pas sous le contrôle des États, souvent des États autoritaires, comme l'étaient la presse, la radio et la télévision. Et donc ce média reliait les gens, leur permettait de se mobiliser. Cet outil de mobilisation, on l'a aussi vu, alors là on va être un petit peu plus critique, mais avec les Gilets jaunes, où les rassemblements sur les ronds-points étaient aussi orchestrés par les réseaux sociaux. Donc comme outil de mobilisation, de manifestation, contournant d'autres canaux, les réseaux sociaux ont joué un rôle. Voilà. Alors cette partie-là, on peut la mettre en 1B, cet élément-là, si on a plutôt un 1A potentiellement en principe et un B dans les faits, mais on peut aussi la remonter en 1A si le 1A c'est le oui, ça peut être bon pour la démocratie, et le 1B, on ne garde que le non. Voilà, donc cette partie intermédiaire, vous voyez, comme souvent en dissertation, quand le verre est à moitié vide, à moitié plein, elle peut être rattachée à deux parties ou deux sous-parties. Évidemment que ça ne doit pas être un problème pour nous, c'est une aide, puisque ça nous permet d'équilibrer notre devoir. S'il y a une sous-partie qui est un peu plus faible, on saura transférer ces éléments soit en 1A, soit en 1B. Voilà. J'en viens maintenant au cœur du 1B, qui est quand même qu'on a vu qu'il y avait aussi un risque d'appauvrissement du débat, ce qui est paradoxal, parce que c'est exactement le contraire de ce qu'on a dit en 1A, avec cette chance d'avoir une agora numérique via les réseaux sociaux qui élargissent, enrichissent le débat. Ce risque d'appauvrissement du débat, en fait, on l'a surtout, il est devenu patent, lors de la campagne américaine de 2016. Avec la campagne qui a vu donc l'élection de Donald Trump. Ça a été la première cyber-campagne, vraiment de grande envergure, et on a vu un certain nombre d'effets auxquels on ne pensait pas, qui sont assez graves. Tout d'abord, on a vu que plutôt que d'élargir le débat pour nous amener à débattre avec des gens que l'on ne connaît pas, à sortir de notre territoire géographique, de notre territoire idéologique, plutôt que de permettre une confrontation plus large, de points de vue plus différents, et donc fructueuse pour le débat public, eh bien au contraire, on a vu que les réseaux sociaux avaient tendance à
amener les individus, les citoyens, à ne débattre qu'avec des gens qui leur ressemblent. Voilà. On va sur des forums, des blogs, voilà, des groupes, etc., de gens qui partagent une passion, une affinité, une opinion avec nous. Et donc, on ne parle plus, on ne s'informe plus qu'avec ou sur des sites ou des réseaux ou des groupes de personnes qui partagent nos opinions, surtout sur les questions politiques et surtout dans les moments de vie politique intense que sont les campagnes électorales. Et donc, il y a un rétrécissement du débat, de l'horizon du débat. Problème. Pascal disait, quand deux hommes qui pensent la même chose se réunissent dans une salle, ils ne pensent plus. Effectivement, c'est le niveau donc zéro du débat, de la confrontation, de l'échange et de ce qu'on pouvait attendre donc du débat public et de l'agora démocratique. Voilà. Une régression. C'est même une régression par rapport aux médias traditionnels où, lorsque la vie politique se passait plutôt, le débat public était surtout relayé par la télévision, eh bien à la télévision, les individus ont été amenés à recevoir des informations, à avoir une présentation des informations, à entendre des points de vue, à voir s'exprimer des responsables politiques qui n'étaient pas forcément ceux avec lesquels on était d'accord. Aujourd'hui, c'est terminé. On va sur son groupe, son forum, son site de référence, on a une information qui nous est apportée en fonction de nos préférences et de ce qu'on fréquente. Premier problème, ce rétrécissement. Là-dessus est venu s'ajouter un deuxième problème qui est, puisqu'il n'y a plus de confrontation réellement, pas réellement de débat, il n'y a pas d'esprit critique. Pas d'esprit critique, ça veut dire aussi possibilité de voir se diffuser sur ces réseaux des informations fausses, puisqu'elles ne seront pas contredites. C'est le règne des fake news, le problème des fake news, voilà, qui est quand même gênant pour la démocratie, dans la mesure où la démocratie, le débat démocratique, est supposé être un débat rationnel, fondé sur des éléments objectifs, sur des vérités, et pour permettre aux individus, rationnellement, de se forger une conception de l'intérêt général et de ce qui est bon pour la cité. Voilà. Là, on est en dehors de la rationalité. On est dans l'émotion et même dans le mensonge. On est en dehors de la vérité. Donc, c'est contraire à ce que doit être le débat démocratique. On a même vu, là c'est la cerise sur le gâteau, ces réseaux sociaux, caractérisés par leur absence d'esprit critique, eh bien, être instrumentalisés par des puissances étrangères. Donc c'est le troisième problème, quand même. Avec, clairement, des stratégies d'influence. Alors la forme nouvelle de la propagande, aujourd'hui, pour une puissance étrangère, c'est d'intervenir dans les réseaux sociaux de façon plus ou moins à visage plus ou moins découvert, pour influencer le résultat d'un vote. Clairement, on a cru comprendre que la Russie était intervenue dans cette élection de 2016, et la même année aussi dans les débats sur la toile et les réseaux sociaux qu'il y avait au Royaume-Uni lors du référendum sur le Brexit. Voilà. Plus récemment, lors de la crise des Gilets jaunes, deux agences de presse russes, Sputnik et Russia Today, RT, filmaient les événements liés aux Gilets jaunes, en particulier les violences policières, et on faisait une publicité très large sur les réseaux sociaux, notamment dans les groupes pro-Gilets jaunes. Voilà. Donc, on voit tout cela aussi un peu gênant parce que finalement la démocratie, c'est aussi l'exercice de la souveraineté du peuple souverain dans un État souverain. Et là, on voit des ingérences étrangères qui sont permises et qui parfois viennent aussi s'associer à des fake news. Donc ça, c'est quand même le principal problème. C'est pour ça que le titre du 1B que je vous propose est très centré sur cet appauvrissement du débat démocratique, finalement, qu'on a vu à l'œuvre. On pourrait aussi, dans ce 1B,
ajouter un autre élément. On sort donc là de la démocratie au sens strict, mais plus largement du fait que les réseaux sociaux sont aussi une menace pour un certain nombre de valeurs, de principes démocratiques, et en particulier de liberté publique, à commencer par la liberté, enfin le droit à la vie privée. Voilà, le respect de la vie privée. Au-delà de ça, la question des données personnelles. Tout cela sont des éléments qui sont fragiles, qui sont des valeurs démocratiques fondamentales, et qui sont fragilisés par les réseaux sociaux. Encore au-delà, si on reste sur la démocratie dans un sens large, on sait que ces réseaux sociaux sont devenus indispensables, sont présents dans toutes les sphères de l'activité personnelle, privée, publique, culturelle, économique, sociale, amoureuse, amicale. Voilà, on sait que c'est présent dans toutes les dimensions. Or, et pour des milliards d'habitants de la planète, avec tout ce qu'on a dit comme problème dont on a parlé, et tout cela, avec toutes les dérives et les problèmes qu'on a évoqués, est globalement entre les mains de grandes entreprises, de quelques entreprises, d'une poignée d'entreprises de taille mondiale, les fameux GAFAM, qui jouent un rôle essentiel aujourd'hui dans la vie économique et sociale, au point de concurrencer ou de menacer les États, ainsi que la capacité démocratique par l'État et la loi à réguler la vie économique et sociale. Voilà. Donc il y a aussi cette interrogation sur l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux et derrière les quelques entreprises qui contrôlent ces réseaux sociaux, qui sont un contre-pouvoir qui perturbe quand même notre organisation politique. Voilà. Ça, c'est le 1B. Vous voyez, dans le 1B, il y a plusieurs tranches. Je pense que la tranche principale, c'est quand même celle de l'appauvrissement du débat. Il est évident que si les éléments que je vous ai cités, on les met aussi dans le 1B, alors qu'ils peuvent ailleurs, il y a toujours de la marge, évidemment, ben à ce moment-là, le titre va peut-être pas être simplement l'appauvrissement du débat, mais va être un peu plus large. Voilà, du style un risque pour le débat et pour les valeurs démocratiques. Voilà, vous voyez, donc on a le débat d'une part, premier paragraphe, et les valeurs, deuxième paragraphe. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour le 1B. Maintenant, on passe au grand 2, avec en 2A, effectivement, cette accélération, cette difficulté plus profonde que représentent les réseaux sociaux. En fait, il faut bien rappeler que, on a vu ce que les réseaux sociaux représentaient, comme initialement, pouvait-on l'espérer, comme horizon de renforcement, d'enrichissement, mais dans les faits, beaucoup comme difficulté pour la démocratie, 1A, 1B. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que les réseaux sociaux participent peut-être d'une remise en question plus générale, ou d'un défi plus général pour nos démocraties. Ce ne sont qu'un élément d'un nouveau paradigme. Voilà. Et donc, on va développer en 2A, les autres éléments de ce nouveau paradigme pour montrer l'ampleur, finalement, du défi. Voilà. Au-delà des réseaux sociaux stricto sensu. Si vous référez à ce qu'on a dit pour l'introduction, en fait, c'est parler des réseaux sociaux au sens plus large, finalement. Premier paragraphe du 2A, c'est bien rappeler qu'effectivement, à travers les réseaux sociaux, c'est toute la question des nouvelles technologies, de l'information et de la communication qui est posée, et même, plus globalement, de ce qu'on appelle la société de l'information par rapport à la démocratie. Donc ça, c'est le premier paragraphe, première idée. Là aussi, on pourrait espérer qu'il y ait dans la société de l'information une chance pour la démocratie, puisque le fait d'être informé, la transparence, cela fait partie des valeurs démocratiques, bien entendu. Néanmoins, on peut s'inquiéter aujourd'hui d'une espèce d'extrémisation, de tension extrêmement forte en faveur, finalement, d'une hyper-circulation de l'information, d'une hyper-transparence qui n'est pas sans poser des problèmes au fonctionnement de la démocratie. Problème, ça on peut le reporter là, la vie privée, l'hyper-transparence, etc. Et problème de l'urgence. Aujourd'hui,
le débat, la diffusion de l'information, le débat public, la vie politique, la vie sociale, économique, démocratique, se joue à la nanoseconde, à la vitesse de diffusion de l'information. Est-ce que c'est une conquête pour la démocratie? Ce n'est pas forcément évident. On voit d'ailleurs que ce n'est pas lié simplement aux réseaux sociaux ou à l'Internet. Les réseaux sociaux jouent un rôle d'accélérateur, puisque une information fausse, on l'a vu lors de la vidéo Hold Up, relative à la Covid, peut être, par la viralité des réseaux sociaux, envoyée à des millions de personnes ou à des dizaines de millions de personnes en quelques secondes. Donc les réseaux sociaux jouent un rôle de caisse de résonance. Mais finalement, c'est toute une nouvelle société de l'information, qui est une société de l'urgence et de l'immédiateté, qui est concernée, et dont un autre pilier, par exemple, ce sont les chaînes de télévision d'information en continu. Voilà, qui jouent ce rôle, et il y a une interaction entre les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, voilà, tout ça fonctionne. Alors, quelqu'un déclare quelque chose sur une émission, un événement se produit, quelques secondes après, il y a une réaction, elle est reprise sur le compte Twitter de l'intéressé, elle est diffusée à tout le monde à travers les réseaux sociaux, voilà. Et finalement, c'est à ce rythme-là, aujourd'hui, que fonctionne, qu'est informé notre société et que débat notre société. Or, ce règne de l'urgence n'est sans doute pas un plus pour la démocratie. C'est peut-être pas pour rien si, aussi bien au niveau de la procédure parlementaire, que des procédures administratives, que des procédures judiciaires, eh bien, on avait mis en place des délais, du contradictoire, de la séparation des pouvoirs, du bicamérisme, pour que les décisions, les débats soient liés à des interactions entre différents acteurs pendant un temps de réflexion, un temps de préparation, un temps de débat, pour aboutir à des bonnes décisions et à une bonne information des uns et des autres. Et aujourd'hui, tout ça est battu en brèche par cette société de l'urgence et de l'hyperinformation. Un des concours avait proposé, il y a quelques années, l'urgence, l'action publique face à l'urgence. Ou alors, temps de l'action publique, temps médiatique. Voilà, vous voyez, des sujets comme ça. Et on voit bien qu'il y a vraiment un vrai problème qui menace nos démocraties. Quelqu'un va estimer, on voit bien dans les affaires de dénonciation d'inceste, etc., de scandale, ou lors de Balance ton porc, une information est donnée sur une personne célèbre parce que quelqu'un se plaint, l'accuse d'abus sexuels. Immédiatement, c'est sur les chaînes de télévision continue, c'est sur Twitter, c'est sur les réseaux sociaux, et le soir même, la personne est considérée comme coupable, finalement. Alors qu'il n'y a même pas eu de dépôt de plainte. Le soir même. Et 3 jours après, elle doit démissionner de ce qu'elle faisait, alors même qu'il ne s'est rien passé d'un point de vue judiciaire. Enfin, on est quand même dans un monde étonnant. Voilà. Ça, c'est l'aspect de l'urgence. On peut y ajouter l'aspect de l'hypertransparence et du respect de la vie privée et des données personnelles si on ne l'avait pas traité en 1B. Un autre aspect qu'on garde aussi, c'est le fait que les réseaux sociaux ne sont pas isolés. Ils participent de cette espèce, la menace qu'ils représentent pour la démocratie tient au fait que sur le fond aussi, le projet démocratique est ébranlé par une crise de confiance. Crise de confiance dans les dirigeants, pas seulement les dirigeants politiques, crise de confiance dans les institutions et dans les élites, et par un discours politique qui occupe une place importante dans la vie démocratique de nos pays, qui oppose finalement le peuple aux élites, aux institutions, y compris aux grands médias. Voilà, c'est le discours, vous l'avez reconnu, le discours populiste, qui est aujourd'hui une composante importante de la vie politique de nos pays. Et donc, on voit bien dans cette deuxième partie du 2A que les réseaux sociaux, je dirais, sont une caisse de résonance, sont un outil, un moyen aussi de diffusion de ces discours populistes, de cette crise de confiance qui oppose une information verticale entre citoyens aux élites, aux médias plus horizontaux, etc. Ce faisant, c'est donc le lieu aussi de diffusion non encadrée, non régulée, de la colère,
d'informations fausses et du complotisme. Voilà. Les réseaux comme QAnon aux États-Unis et à l'échelle internationale, ce grand réseau complotiste, finalement, se nourrissent quasi exclusivement des réseaux sociaux, véhiculent leurs informations que par les réseaux sociaux. Des informations souvent fausses, non contredites, extrêmement virales. Voilà, il y a toute cette critique de la démocratie, cette défiance, cette polémique liée au populisme, au complotisme, finalement passe beaucoup par les réseaux sociaux, qui sont donc un élément de ce défi plus global à la démocratie. C'est pas pour rien si Donald Trump utilisait précisément Twitter pour bien montrer qu'il ne passait pas par les grands médias verticaux, mais qu'il était, ces discours populistes, dans le peuple, directement en relation avec le peuple, et il échappait aussi à tout contrôle ou à toute censure de ce qui pourrait être dit ou pas dit à travers les grands médias traditionnels. Voilà. Face à cette situation, donc le 2A a joué son rôle d'aggravation, de remise en perspective d'une menace plus profonde, de difficultés ou de questions plus profondes, d'un défi plus large. Ça, c'est le 2A. On en vient maintenant au 2B. Eh bien, il faut surmonter ces défis pour effectivement aboutir à avoir une démocratie qui soit enrichie par le numérique et les réseaux sociaux, c'est-à-dire une démocratie 2.0 qui fonctionne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien d'abord, il faut sans doute contrôler les excès des réseaux sociaux lorsqu'ils jouent concrètement contre la démocratie, contre nos valeurs. Il y a un problème pour un État, évidemment, de gouvernance d'Internet, qui est un réseau international, non encadré par, difficilement, partiellement seulement encadré par la loi sur la presse, puisque tous les émetteurs d'informations ne sont pas des professionnels de la presse, les frontières sont perméables, on a parlé d'influence étrangère, etc. Donc il y a un vrai problème de régulation sur Internet. Cela dit, par des démarches de type soft law, on a vu que l'on pouvait obtenir quand même une forme de responsabilisation des fournisseurs d'accès, des grandes plateformes, des grands acteurs de l'Internet, lorsque des contenus manifestement qui portent atteinte aux valeurs, aux principes de la démocratie sont sur les réseaux sociaux. On peut s'interroger sur le point de savoir s'il y aura des suites à la façon dont Twitter a traité Donald Trump après les événements du Capitole, début 2021. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on peut penser que des réseaux sociaux comme Twitter vont aussi, sans même que ça leur soit demandé, comme ça l'est aujourd'hui avec succès par les pouvoirs publics, d'eux-mêmes anticiper finalement des demandes de la société pour éviter que certains contenus, certains propos soient diffusés par les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que c'est un précédent ? Ça pose aussi la question de la liberté d'expression, de la censure. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, sur les fake news ou sur quelques affaires comme celle des enchères d'objets nazis, il y a quelques années, qu'il y avait sur Internet, eh bien, on a déjà vu que les pouvoirs publics, tant au niveau français qu'européen, par exemple, sont capables d'obtenir une certaine coopération de la part des grands acteurs de l'Internet qui, eux-mêmes aussi, peut-être, doivent évoluer vers la prise de conscience de leur grande responsabilité. Un peu comme la presse elle-même a historiquement évolué vers la prise de conscience de sa déontologie et de sa responsabilité, puisqu'elle était au cœur, presse écrite, audiovisuelle, au cœur du débat public démocratique. Peut-être une telle évolution des réseaux sociaux est-elle en train de se faire. En tout cas, il faut l'encourager. Premier élément. Deuxième élément, c'est aussi un élément de pédagogie. Nous sommes dans les premières années, finalement, du développement exponentiel des réseaux sociaux, et les utilisateurs des réseaux sociaux vont sans doute accéder à une forme de maturité, de même que la radio ou la télévision ont abouti, après quelques décennies, à une forme de maturité de l'auditeur ou du téléspectateur.
il y aura probablement un développement de la maturité, de l'esprit critique, de la distance, de l'utilisateur de réseaux sociaux, une forme de modération aussi, compte tenu du nombre de messages, de notifications, de posts, de tweets, de mails, de messages en tout genre qui sont reçus et qui font qu'il y a une espèce de, finalement, d'excès d'informations, hein, de noyade numérique, et que peut-être on va vers plus de modération, de discernement et une utilisation plus raisonnée de ces réseaux sociaux. Là-dedans, donc, l'éducation des utilisateurs joue un rôle important. Évidemment, l'éducation à l'école, hein, puisque ces nouveaux outils, les NTIC, font partie de la vie d'aujourd'hui. Et le but de l'école, c'est de préparer à la vie dans la société telle qu'elle est. Mais peut-être aussi, faut-on rappeler que ce ne sont pas toujours les jeunes qui ont le plus besoin d'être formés à la bonne utilisation de ces outils. Peut-être que les générations précédentes, encore moins habituées au numérique, ont aussi besoin d'être formés à cela. Voilà. Enfin, troisième pôle, plus proactif, plus positif, eh bien, ne pas renoncer à faire du numérique un plus pour la démocratie, notamment pour la démocratie participative. Il y a tout ce qui se fait à Bruxelles sur les projets de règlement et de directives. La Commission européenne procède à une grande consultation citoyenne, hein, sur chacun des projets de texte, avec un rapport lié à cette consultation et les suites qui sont données par la Commission européenne à cette consultation préalable. C'est ce qui s'est fait en France en 2017 à propos du projet de loi de transition énergétique, 2016-2017. Voilà, donc toutes ces consultations préalables, par exemple, ces grands débats citoyens peuvent être organisés par des réseaux sociaux de façon à constituer ce qu'on appelle la démocratie participative. Voilà. C'est-à-dire qui est une des modalités de la démocratie représentative et qui consiste souvent à accompagner ou à faire précéder la décision politique de consultations plus larges. Et là, par le numérique, c'est effectivement une opportunité qui s'ouvre. En France, le Conseil économique, social et environnemental se proposait d'ailleurs déjà d'organiser des grandes consultations citoyennes à côté des avis qu'il peut rendre lui-même grâce au numérique. Voilà. Et grâce à la mise en réseau de tous les citoyens ou des personnes qualifiées ou de la société civile organisée, ONG, entreprises, qui souhaitent participer et qui peuvent ainsi apporter leur contribution, leur éclairage à la décision publique. De même, au-delà de la démocratie participative, le numérique peut être une aide, par exemple, pour, non plus l'agora, mais dans les ecclésias, dans les assemblées, dans les institutions, inviter peut-être, ouvrir plus largement des débats aux citoyens. Que l'on songe aux conseils municipaux interactifs qui ont lieu à Issy-les-Moulineaux, commune de banlieue parisienne, que l'on songe à ce qui se passe au Parlement estonien. Voilà, le numérique peut être un atout pour la démocratie, les réseaux sociaux en particulier. Donc il ne faut pas désespérer. Et peut-être que la promesse de départ de voir le débat public plus élargi, plus enrichi par cette possibilité de débattre entre nous au quotidien et directement, un peu comme à Athènes, eh bien, se réalisera. C'est peut-être simplement une question de temps. Voilà ce que l'on pouvait dire très rapidement brossé sur ce sujet. Alors vous avez le plan qui est affiché. Vous avez vu, il y a toujours des variantes, hein. On peut mettre une chose dans le 1B ou la mettre dans le 2A ou... Évidemment, tout cela, c'est le propre de chaque dissertation, mais dans les grandes lignes, bon, les étudiants de l'ISP ont retrouvé les plans auxquels ils sont rompus. On a pu traiter, je crois, assez largement un sujet qui n'était pas si difficile. Voilà. À bientôt.